Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercices de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre Équitation consciente aux éditions Vigo. Très bonne écoute! Salut les cavaliers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec une invitée. On va avoir Alexandra Zamora avec nous pour parler de ce sujet. Rééduquer le cheval, oui, et aussi reprogrammer le cavalier, finalement, pour travailler sur le coup. Alors, bonjour Alexandra, Hello Romain, comment tu vas? ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Trop cool de t'avoir avec nous. Pour parler de ce sujet. Comment tu as envie de l'introduire en quelques mots, ce sujet, puisque c'était ton idée, rééduquer le cheval et reprogrammer le cavalier. Comment tu as eu envie de partager à ce propos-là? Mm. Alors déjà, tout d'abord, merci de m'inviter. Ça me touche beaucoup que tu m'invites pour cette thématique qui me travaille depuis maintenant bien quelques mois, années depuis que je suis dans ce milieu. Et merci beaucoup. Je suis très honorée que tu m'invites parce que ton travail m'inspire et je suis hyper contente de partager ce moment avec toi. Donc déjà, avant de démarrer. Et comme je disais, moi je travaille maintenant dans les chevaux officiellement depuis 2 ans et c'est une thématique qui commence à me travailler de plus en plus parce que je suis amenée à rééduquer pas mal de chevaux et on voit que finalement il n'y a pas que le cheval à travailler et que la part du cavalier elle est tout aussi importante que la part rééducation du cheval et c'est quelque chose souvent qu'on oublie. Et souvent quand on rend le cheval à son cavalier, il n'y a pas tout qui reste et souvent ça se redégrade et les choses reviennent comme avant. Et c'est là que j'ai pris conscience que finalement, ben, pour moi, la confiance ou le travail de rééducation, c'est pas uniquement que le travail du cheval, mais c'est vraiment un chemin à deux pour que ça fonctionne. Hmm. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne bien quelles sont tes casquettes dans ce cadre-là de ton accompagnement avec les chevaux et les cavaliers? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des outils particuliers? Alors, moi, je travaille avec les chevaux pas depuis si longtemps que ça. En fait, je suis passionnée, donc depuis enfant, je monte à cheval. J'ai été très longtemps amateur. J'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions également en concours complet. J'ai beaucoup concouru en France jusqu'en amateur élite. C'est vraiment ma discipline de cœur. Donc, au niveau peur, adrénaline et tout, c'est vraiment un sport où on est confronté à ça. Et puis, pendant le Covid, j'ai décidé d'intégrer la formation de Andy Booth pour la formation pro, pas dans un but d'être professionnel au début, parce qu'en fait, j'avais juste envie d'améliorer la relation que j'avais avec mes chevaux et de les comprendre pour aller encore plus loin avec eux. Parce que pour moi, le sport, c'était un aboutissement de la relation que je mettais en place avec mes chevaux. Et j'ai tellement appris de choses durant ces 3 ans. J'ai fait les 3 ans de formation auprès de lui que j'avais pas envie de garder toutes ces connaissances pour moi. Et j'ai commencé à vouloir les partager et de fil en aiguille, j'ai eu des demandes de cours, j'ai commencé à accompagner des binômes et ça a pris une telle ampleur que petit à petit, je me suis lancée professionnellement. Je suis pas encore à 100%, je suis graphiste à côté de métier, encore à 50%. Mais voilà.
l'enseignement et la transmission, ça prend de plus en plus de place dans mon quotidien. Et à côté de ça, parce que je suis vraiment une passionnée à apprendre, apprendre et encore apprendre, j'ai fait une formation de comportementaliste équin pour comprendre encore mieux les chevaux. Et là, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'humain. Parce que comme je disais avant, ça fait une partie intégrante du binôme, parce qu'on est quand même un sport d'équipe. Voilà Ouais. un petit peu où j'en suis maintenant. Ok, donc on comprend mieux. Donc la casquette effectivement éthologique avec Andy Booth et puis le comportementalisme également. C'est Ok. ça. Et du coup, je suis principalement appelée pour accompagner des binômes. En général, on m'appelle rarement parce que tout va bien. Quand même, je Mhm. dirais que le 80% du temps, on m'appelle parce qu'il y a des problèmes au sein du couple, si on peut dire ça comme ça, au sein du binôme. Et alors justement, c'est quoi les grandes problématiques qu'on pourrait donner en exemple? Peut-être que je vais pouvoir en donner moi. Et toi, c'est quoi les grandes problématiques que tu rencontres? Alors, en général, on m'appelle parce que le cavalier est en insécurité, parce que le cheval, il a des comportements dangereux, dits indésirables. Donc, ça peut être un cheval qui se met debout, ça peut être un cheval qui tape ou qui embarque. Mais c'est souvent, on m'appelle quand le cavalier a vraiment très peur et qu'il n'ose plus interagir avec son cheval. On peut aussi avoir des problématiques, un cheval qui s'arrête. Par exemple, j'ai des cavaliers qui vont m'appeler parce que ils peuvent plus franchir un bidet en, en concours ou qu'il y a des problématiques de concentration du cheval. Et souvent, ça vient parce que le cheval a un problème. Et à côté de ça, les problématiques récurrentes, chargement dans le vent, problème de séparation, voilà un petit peu les problématiques pour lesquelles on m'appelle. Ouais. Moi, je rencontre aussi beaucoup de cavaliers, du coup, avec une problématique de gestion des émotions. Souvent, c'est la peur, le cri d'alarme qui fait qu'on a envie d'aller chercher de l'aide. Et puis, je retrouve aussi, comme toi, des problématiques de comportement appliquées au sport, comme le fait qu'un cheval s'arrête, et aussi des cavaliers qui arrivent plus à monter leur cheval comme ils aimeraient le monter. Je trouve beaucoup de situations où il y a énormément de contractions, de conflits où il y a des contraintes qui sont ajoutées sur des tensions et où finalement le cavalier ne prend plus de plaisir, le cheval n'est plus agréable à monter tout simplement parce qu'il est ni bien dans son corps ni bien dans sa tête avec un cavalier sur le dos. Et j'ai le besoin de commencer tous mes accompagnements à pied. Donc je pense qu'on se rejoint énormément là-dessus parce qu'en fait, si on n'est pas capable déjà d'évoluer à pied avec son cheval, c'est assez difficile d'imaginer évoluer sereinement en maîtrise une fois qu'on est sur le cheval. Ouais. Euh, Exactement. Et si je peux rajouter, parce que je pense que cette partie-là de cavalier, elle est aussi importante à souligner, mais j'ai aussi, on va dire, un petit 20% de cavaliers qui m'appellent parce que les réseaux sociaux ont aussi beaucoup de bons et ils voient y passer des choses sur les réseaux ou des gens comme Andy Booth ou comme d'autres qui partagent Maxime Baticle ou mon collègue. Ou plusieurs de mes collègues Step 3, comme par exemple Anthony Dessau, qui font des choses incroyables en concours, où il y a aussi une part de cavaliers qui viennent parce qu'en fait, ils remarquent qu'ils veulent plus faire l'équitation comme avant, et ils viennent à prendre conscience qu'en fait, que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, c'est plus acceptable, ou que justement, ils prennent conscience des dangers qu'ils prennent, parce qu'il y a quand même beaucoup de communication qui se font là autour. Et j'ai quand même une partie de cavaliers qui viennent vers moi parce qu'en fait, ils veulent faire les choses autrement. Et ouais. c'est assez drôle, c'est pour ça que je le relève, c'est que souvent, c'est des gens, la prise de conscience, elle fait mal et ils sont en rupture avec leurs chevaux parce qu'en fait, ils osent plus interagir de peur de mal faire par rapport à toute cette information-là. Et c'est quand même une certaine sorte de peur. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis en sous-jacent, il y a beaucoup de culpabilité. C'est un peu l'autre face de la pièce de changement éthique que l'on voit et des prises de conscience que l'on a. C'est que ça peut être au contraire, non pas au service de l'éthique, mais bien au contraire. Je pense, moi, je travaille beaucoup sur la notion de contact et de liant lorsqu'on utilise un mort. Et parfois, le fait de ne pas vouloir y toucher en l'utilisant quand même, c'est pire que de Mm. vouloir créer une connexion constante et régulière. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'informations à donner et du savoir, des compétences pour accompagner ce changement de paradigme
que tu soulignes, cette envie de faire les choses autrement, de monter autrement et d'avoir une approche aussi de notre sport différente. C'est presque une philosophie de vie qui change. Complètement. Et c'est la mise au placard de beaucoup de choses qu'on pensait savoir, et ça, c'est très douloureux et c'est aussi difficile de l'accepter. Pour te donner C'est un exemple, challengeant pour l'ego. oui, par exemple, je vais te donner l'exemple d'une élève que je suis depuis maintenant bientôt 2 ans, qui a participé à un stage que j'avais organisé une masterclass avec Maxime Baticle, où elle a pris conscience durant ces 2 jours de comment un cheval apprenait. De toute façon, on va y revenir plus tard et tout ça. Et ça fait 2 ans qu'elle n'a pas remonté son cheval. Parce que pour elle, elle a dû faire un chemin personnel par rapport à... ça a été tellement violent pour elle, la prise de conscience, qu'il lui a fallu presque 2 ans pour oser remonter sur son cheval. Ok, elle a eu besoin du coup oui, de se regarder et de faire déjà bouger des choses en elle avant de faire bouger son cheval, quoi. Ou de bouger avec son cheval. Du coup, tu parlais du processus d'apprentissage du cheval. Je pense que ça va faire le lien avec notre deuxième point, c'est les sources des problématiques. Donc évidemment, on a des problématiques d'évolution technique, de rapport au cheval, gestion des émotions. C'est quoi les sources majeures des problématiques que les cavaliers rencontrent avec leurs chevaux? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de qu'est-ce qu'est vraiment un cheval. Même si on communique énormément partout sur les réseaux sur quels sont les besoins d'un cheval, il y a quand même, moi je remarque dans beaucoup de cas, j'ai des chevaux qui développent des problématiques parce que leurs besoins sont pas respectés. Donc pour rappel, les besoins fondamentaux, donc que le cheval il ait des fibres en suffisance, donc quasi à volonté. Donc on parlait qu'un estomac doit pas être vide plus de 4 heures. Maintenant, ils ont même baissé le temps. Je crois qu'ils sont descendus à 3 ou 2 heures. Donc il y a énormément de chevaux qui manquent de fibres, de mouvement. Beaucoup trop de chevaux que je suis encore sortent 1 heure par jour, voire même pas du tout l'hiver. Parce que en Suisse, on a des grosses problématiques de terrain. L'hiver, tout est boueux, donc les chevaux ne sortent pas. Et les contacts sociaux. Et même si on en parle énormément, il y a encore beaucoup de chevaux qui sont dans ce type d'établissement ou qui ont ce type de mode de vie. Et ça, c'est quand même la source de beaucoup de problématiques. Un cheval qui n'est pas bien émotionnellement, physiquement et autres, il sera pas bien dans le travail. Donc ça, en général, c'est le premier point qui fait qu'il y a des problématiques comportement. Mais il y a aussi tout le côté où on ne sait pas vraiment comment un cheval apprend, quelles sont ses capacités, et j'aime surtout souligner quelles sont ses incapacités. Il y a tellement de choses, et même moi qui ai appris ça finalement il n'y a pas si longtemps que ça, il y a tellement de choses qu'on demande à notre cheval, il est incapable de nous le donner cognitivement, mais aussi physiquement. Donc ça, c'est, on va dire, entre le point 1 et le point 2. Est-ce que C'est, tu as un exemple de choses qu'il ne peut pas nous donner cognitivement et un exemple pour le côté physiquement? je dirais déjà, je vais donner un exemple tout bête qui, moi, en fait, m'avait énormément marqué à l'époque. Simplement, on parle de la vision du cheval. Donc le cheval n'a pas du tout la même vision que nous et il a par exemple besoin de beaucoup plus de temps que nous pour pouvoir adapter sa vision du passage de la lumière à l'ombre. Et combien de fois on peut voir, je suis sûre que ça va parler à des gens qui nous écoutent, combien de fois quand on se promène en forêt, par exemple, le cheval, il est un petit peu hésitant parce qu'il y a des traces de lumière par terre ou qu'on passe de la lumière au sombre et le cheval s'inquiète et là on met des grands coups de talon, genre oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il peut pas parce qu'il a vraiment besoin de ce temps-là et sur ce temps-là, le cheval, il est inquiet parce qu'en fait, pour lui, sa vision, elle est vraiment développée pour sa survie et ce genre de petits détails, ça va l'inquiéter parce qu'en fait, ça fait partie de lui. Donc, et ça, c'est des choses qui m'avaient énormément interpellée, vu que je te disais que j'étais cavalière de complet, par exemple, quand on est sur les parcours et qu'on passe d'un point de lumière à un point d'ombre où le cheval il se retient un petit peu à la bord d'un seau, typiquement, c'est des choses, si nous, en plus, on vient lui mettre un grand coup de pression sur ces passages-là, il est déjà dans une situation où il est stressé et on rajoute du stress par-dessus. Donc ça, simplement, on va même pas aller très loin, simplement comment le cheval y voit. Et si on a déjà conscience qu'il a besoin d'un peu de temps, par exemple un cheval qui va s'arrêter sur un obstacle alors que le soleil est derrière, on va pouvoir être aussi beaucoup plus tolérant et se dire, ah bon, ok, il voit pas très bien son abord, donc on va pouvoir adapter les choses. Donc ça, c'est un exemple tout simple et tout bête, mais il y a Ouais.
peu de monde qui ont conscience déjà de ce genre de choses-là. Euh, Complètement, on fait beaucoup d'anthropomorphisme. On pense qu'ils voient les choses comme nous. Ils ont un cortex préfrontal aussi développé que nous. Du coup, qu'ils ont des stratégies, de l'ego, de la comparaison. Ils veulent nous embêter, alors qu'il n'y a pas ça du tout dans leur fonctionnement. Ou tout simplement, il a un odorat qui est beaucoup plus développé que nous. Quand il y a du vent, que les chevaux s'inquiètent souvent, on nous dit toujours, ah, mais quand il y a du vent, mon cheval, il est un peu bête et tout. Bah oui, mais il va entendre des bruits que nous, on n'entend pas parce qu'il a une ouïe qui est plus fine. Il va sentir des odeurs. Et puis, bah, comme il apprend par association, peut-être qu'une odeur que nous, on va pas sentir, lui, il va la sentir. Et cette odeur, il l'aura déjà associée à quelque chose de négatif pour lui. Donc, c'est des petites choses qu'on n'a pas conscience. Et une phrase que j'aime bien, c'est les fantômes de mon cheval sont toujours réels. Ouais. Donc, quand on dit, ah, mais il voit des fantômes, oui, mais ces fantômes sont réels parce que certainement, il voit quelque chose que tu vois pas, il entend quelque chose que tu n'entends pas, ou il sent quelque chose que toi, tu n'arrives pas à sentir. Et après, bah, de l'autre côté, il y a toutes les capacités cognitives. Le cheval, bah, il n'est pas capable d'analyser des situations comme nous, parce qu'il n'a pas le cortex préfrontal, donc on va pas pouvoir lui demander de raisonner comme nous. Donc déjà au niveau, bah, je vais te donner un exemple tout simple, mais le cheval s'arrête devant la rivière, on le punit à grands coups de cravache, on va penser que le cheval va apprendre de son erreur de s'arrêter, mais en fait cognitivement, il peut pas parce que le cheval va apprendre sur le moment présent et il va faire une association avec ce qui se passe. Et dans le cas où le cheval s'arrête devant la rivière et on va le cravacher, il va pas se dire, oh mon Dieu, je me suis arrêté, mon cavalier m'a puni, donc la prochaine fois j'y vais. Mais il va plutôt se dire, genre, à chaque fois que j'approche ce plastique bleu, en fait, ma situation se dégrade et je vais encore plus stresser. Par exemple, souvent, ce qu'on peut voir, c'est que le cheval fait souvent la barre après que on ait frappé le cheval ou qu'on l'ait puni devant l'obstacle, parce qu'il va être encore plus inquiet à sauter l'obstacle. Bon, voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Dans les Oui, exemples, si ça complètement. te parle. Si, complètement. Moi, oui, il y a plusieurs choses. Il y a deux choses qui m'ont marqué d'un point de vue cognitif et sensoriel chez le cheval. C'est déjà dans un livre qui est paru chez Vigo, Cerveau humain, cerveau équin, il y a une image qui est super bien faite, un dessin qui montre dans la forêt, au même endroit, avec le même décor, la vision humaine, où nous, Mhm. on a une vision projetée à l'avenir avec un objectif, l'atteinte de tel point. Et du coup, ce qui est en périphérique immédiate, on le voit moins. Alors que le cheval, lui, comme tu dis, il est vraiment dans l'instant. Et ce qui est en périphérie immédiate, c'est beaucoup plus marqué. Et ce qui est au loin, beaucoup moins. Et du coup, en fait, on regarde pas les mêmes choses au même moment. Et ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi comme info que j'ai découvert dans cet ouvrage, c'est le fait que nous, effectivement, l'information, une fois qu'on voit ou qu'on perçoit quelque chose avec les sens, ça passe par le cortex préfrontal pour être analysé, puis action. C'est pour ça que Mhm. l'humain peut passer par de la sidération, par exemple, dans des événements. Alors que le cheval, lui, ça passe de perception-action. Il n'y a pas analyse et probabilité. Non, je perçois, j'agis. Et ça, c'est vrai que je trouve aidant de le connaître. Oui, et je pense que les gens, ils oublient parce qu'on parle, ben, ça, on en vient à l'instinct de fuite, mais l'instinct de fuite fait partie entière de l'animal. Et si le cheval est parmi nous encore aujourd'hui et qu'il a pu survivre pendant presque 35 millions d'années, c'est parce qu'en fait, il a cet instinct de fuite. Et cet instinct de fuite, ben, même encore aujourd'hui, parce que ça fait environ 5000 ans on domestiqué les chevaux, mais en fait, c'est un grain de poussière sur l'évolution du cheval. Et le cheval n'a pas pu évoluer sur ces 5000 ans et de se dire, genre, dans mon monde actuel aujourd'hui, en fait, il n'y a plus un lion qui va me courser, il va rester dans ses mêmes instincts de fuite. Et Tout comme nous, avec nos biais cognitifs. c'est ça, exactement. Donc, en fait, déjà là, c'est pour ça qu'on ne réagit pas de la même manière, parce que le cheval, il va toujours chercher à survivre simplement et à fuir, que nous, on peut analyser les situations. Et comme tu dis, on peut appréhender ce qui vient, on a un objectif, on sait où on va. Le cheval, il sera toujours dans l'instant T et il va toujours chercher à améliorer sa situation ou sa survie sur l'instant présent. Du coup, on a beaucoup parlé des problématiques chez le cheval et puis des causes, quelques causes physiques et cognitives. Est-ce qu'on peut parler un peu des problématiques du cavalier, du coup en lien avec le cheval? Est-ce que tu as des exemples de comportements chez le cavalier
ou de choses qu'il faut travailler, que tu accompagnes régulièrement? Alors, tu dis plutôt dans les peurs, les types de peurs que je peux. Ouais, tout ce qui te vient par rapport à l'humain, du coup. Ce qui me vient, alors, ce que je peux voir dans les cavaliers, on peut avoir différentes sources, en fait, de peur ou d'angoisse ou de fait qu'ils sont en rupture avec leurs chevaux. Ça peut être déjà simplement ben, un cavalier qui a eu des mauvais souvenirs avec un autre cheval et que ça n'a pas été réglé et du coup, il va reporter cette peur sur un autre cheval. Ça peut être une des raisons. Ça peut être simplement pour l'avoir vécu moi-même, et encore maintenant, des fois je me bats, tout ce qui est pression du regard des autres, mais de l'entraîneur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tabou. Mais c'est des peurs qui sont réelles de ne pas être à la hauteur, de qu'est-ce qu'on va dire si je me trompe. Par exemple, moi je sais que quand j'ai acheté le cheval que j'ai perdu l'année passée, ça a été beaucoup de jugement, beaucoup de pression, parce que j'avais pas acheté un cheval qui valait 50 000 euros, parce qu'il était comme il était, un petit peu atypique. Et toutes ces choses-là, c'est des peurs. Ben, quand on va en concours, on se dit on aimerait être à la hauteur, on n'aimerait pas nourrir en fait ces choses-là. Donc ça, je pense que c'est une peur qui était très présente encore plus avec les réseaux sociaux. Et il y a cette peur aussi, je pense, de pas atteindre ses objectifs, tout Ouais. simplement. Moi, je Ça, travaille c'est... beaucoup, je te rejoins les objectifs, je travaille beaucoup sur les attentes tacites. Genre, oui, tu as envie d'être sans faute sur ce parcours, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Souvent, il y a des besoins très sociaux. Mhm. Et puis, ces besoins sociaux, ils se basent souvent sur des croyances à propos de soi-même et à propos du monde. Et quand on connaît pas sa carte, donc la manière dont on voyage dans notre vie et dans le territoire équestre, c'est difficile d'être clairvoyant et de pouvoir prendre du recul et de passer à l'action. Souvent, en fait, on fait de la réaction. De la réaction très émotionnelle et très psychologique. C'est vrai que moi, Mm. je dis souvent l'introspection au service de l'action. Et le cavalier, plus il se connaît, plus il est capable de s'adapter au cheval dans la situation de manière agile. Complètement. Et puis, j'ai aussi, bah, on en parlait un tout petit peu au début, de cavaliers qui veulent faire des choses autrement parce ils pensent qu'ils sont, enfin, ils veulent une équitation différente, mais il y a toute cette étape qui est justement douloureuse et qui fait peur de changer, de mettre au placard, ben, presque pour certains 10, 20 ans, 30 ans de croyances, parce que des fois, je suis des cavaliers qui peuvent avoir 60 ans et quand on vient les chambouler dans leurs croyances, ben, il y a quand même, je sais pas, tu seras mieux que moi pour me dire, mais je sais pas si c'est de la peur, mais c'est quand même des choses qui viennent chambouler. Donc ça, c'est aussi, je pense, des choses qui peuvent faire peur aux cavaliers. Et une autre chose aussi que je remarque maintenant, parce que ça me fait penser, j'y pensais pas, mais il y a aussi le deuil de qui on a été avant. Et ça, je l'ai énormément sur beaucoup de cavaliers, d'accepter que on n'a pas toujours été le cavalier modèle, qu'on a fait des choses avec... Moi, je suis hyper transparente avec mes élèves avec ça. J'ai fait des choses avec mes chevaux dont j'ai pas toujours été très fière. Et le fait de remarquer qu'on a été des fois pas toujours le meilleur cavalier de la terre, qu'on a peut-être ben, donné le coup de cravache une fois de trop, qu'on s'est fâché, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment entacher la relation avec le cheval actuellement, d'être toujours dans le regret, le fait de, comment dire, ouais, c'est un deuil, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est un deuil. Ouais, Et mais ça, si, c'est ça. ouais, et ça peut, j'ai des élèves qui ont de la peine à évoluer parce que ils n'arrivent pas à passer par là-dessus. Et j'aime toujours bien leur dire, bah, ce que tu as fait, il faut pas te flageller pour ce que tu as fait. L'important, c'est que tu as pris conscience de qui tu étais et tu peux faire que mieux aujourd'hui. Et Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut le rattacher aussi au processus d'apprentissage du cheval. Les chevaux apprennent très facilement et très vite parce qu'ils ont besoin de retenir vite une information. Bon, ça, du coup, c'est intéressant de le savoir. Mais ils sont aussi très résilients et comme il n'y a que l'instant présent qui compte, on peut se racheter ou en tout cas, on peut créer de nouveaux apprentissages dans la relation. On peut créer de nouveaux liens entre la présence de l'humain et ce que le cheval vit dans l'instant. Euh, c'est vrai que les chevaux sont pas rancuniers comme les humains où il va y avoir un besoin revanchard. Il y a pas ça chez le cheval. c'est ça, et je pense que c'est important.
Alors j'aime faire comme exercice que oser finalement leur demander pardon pour ce qu'on a Oui. fait. Alors bien sûr que le cheval, il va pas forcément le sautir, mais ça fait du bien au cavalier. Pour la petite histoire, je me souviens, et moi, je suis quelqu'un d'assez dur quand même avec moi-même, et j'avais le souvenir durant la formation chez Andy, on a fait une méditation à cheval où notre formatrice nous a demandé de lui dire pardon pour toutes les choses. Ça, tu vois, ça m'émue, ça me met les larmes. Pour toutes les choses que on a pu faire. Et j'ai trouvé très, très fort à vivre. Parce que même, je pense, et ça, c'est de l'interprétation personnelle, parce que d'un point de vue scientifique, ce serait pas recevable. Mais je pense que le fait d'oser leur demander pardon pour ce qu'on a fait, de lâcher un petit peu le truc, d'oser pleurer, il y a quelque chose qui lâche en nous dans les tensions qui va aussi apaiser le cheval indirectement. Ouais, dans mon livre Équitation consciente, j'ai appelé un sous-chapitre Pardon, merci et action. Ah, Parce que oui, bah, je pense qu'on a tous, aujourd'hui, quand on se pose ces questions sur notre pratique, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on a fait avec lesquelles on n'est plus aligné. Et mhm. il y a ce travail de deuil, il y a ce travail de pardon, d'auto-pardon à mener, effectivement, pour bah, pas ramener ce poids dans la relation actuelle. Et ouais, le deuil, je trouve que c'est le terme. J'ai enregistré un épisode d'ailleurs sur le deuil quand on change de pratique. Moi, quand je me suis remis dans les chevaux en ramenant la sophrologie, quand j'étais à cheval, je voulais absolument retrouver le niveau que j'avais avant quand j'étais cavalier professionnel à faire des concours toutes les semaines et à monter toute la journée. Et j'étais hyper frustré, j'étais hyper dur avec moi. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais Romain, tu ne seras jamais à nouveau le même cavalier. Et c'est tant mieux. Mais on a des trucs à lâcher, effectivement. Et ce que tu me dis, ça me parle tellement, c'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est drôle, Ouais. le fait de, de- d'accepter qu'on est une nouvelle personne et que ce soit ben, une nouvelle personne et j'ai même envie de dire un nouveau couple avec son cheval. Ouais, on est un nouveau chapitre. Complètement. C'est une Et, thématique qui m'émue beaucoup parce que c'est tellement, comme j'ai pu t'expliquer avant que tu lances l'enregistrement, tout ça, tout ce que j'essaye de transmettre à mes élèves et tout ce que j'essaye de mettre sur pied, en fait, c'est des choses que j'ai vécues moi-même en tant que cavalier de compétition, le fait de renaître, de voir les choses différemment. Donc, ça m'émue beaucoup parce que c'est un chemin avant tout personnel aussi. Donc, je comprends ce que tu dis. ouais, ça fait bouger des choses dans notre vie, de faire bouger des choses dans notre relation au cheval. Je le vois dans les stages et je l'ai surtout vu cet hiver dans la formation avec les enseignants que j'ai formés à l'usage de la sophrologie en équitation. Et en fait, ils ont tous bougé dans leur vie personnelle, dans leur business, leur relation client, leur offre. Il y en a qui ont vraiment changé de business model. Parce que, ouais, quand on ouvre ce tiroir de l'alignement, de l'éthique et de ces questions à propos des valeurs, effectivement, ça nous fait bouger dans tout notre être. Ouais, c'est clair. Alors, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit, notamment quand on fait bouger des choses chez le cavalier, sur ses habitudes. Ça peut être des habitudes aussi techniques, hein, pour évoluer à pied ou à cheval. Tu disais ça peut générer de la peur. Et quand tu as dit ça, il y a une image qui m'est venue de quelqu'un qui a toujours été appuyé sur un mur, sur un support. Et pour faire des figures, par exemple, ou pour marcher, ou pour faire d'autres choses, quand on l'enlève, ça fait peur. Et moi, comme par exemple dans mes enseignements d'équitation, je travaille d'abord le retour à la neutralité, neutralité corporelle, mentale, émotionnelle et technique. Donc, on va replacer toute la posture du corps du cavalier, le fonctionnement pour qu'il puisse se mettre sur le cheval dans les allures synchronisées, sans donner aucune indication, ou en tout cas le moins possible. Et du coup, je passe par du rein longue et par du travail sur le maintien de l'équilibre en mouvement, le dynamisme équestre. Et le fait de faire lâcher les rênes, par exemple, aux cavaliers qui ont eu l'habitude de s'accrocher aux rênes à la bouche du cheval, c'est complètement déstabilisant et c'est normal. Et pour le cerveau, il va y avoir tout un processus aussi pour se représenter à nouveau dans l'espace, trouver son équilibre dans le mouvement et les forces qui sont générées par le cheval. Et je crois ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut être patient et très doux avec nous-mêmes. J'ai parfois des élèves qui me disent, j'ai eu l'impression au début du stage d'être débutant. Il faut lâcher ça. C'est OK de revenir aux bases et aux choses simples. Et je crois d'ailleurs que tous les grands sportifs, même les non-cavaliers, les tennisman, les rugbyman ou autres,
ou tous les grands artistes, je suis sûr qu'ils passent du temps sur des choses très très simples sans se dire j'ai l'air d'un débutant, mais ils sont OK avec le fait de perfectionner les bases. Et je pense qu'on n'a jamais assez dit que c'est OK de passer du temps, voire toute sa vie, sur les bases, en Oui. parallèle d'autres choses, mais Et puis, je soulignerais, parce qu'on parle souvent d'être bienveillant envers son cheval, mais on manque de souligner qu'il faut être bienveillant envers soi-même. Et pour la petite anecdote, la première fois que j'ai monté Irène Long, donc bah, toi tu connais maintenant un peu le travail que je fais avec mes chevaux et peut-être que certaines personnes, elles me suivent un petit peu sur les réseaux, parce que maintenant je monte facilement en cordelette. Mais la première fois que c'était mon entraîneur de saut, il m'avait demandé de sauter Reine Longue parce que je m'agrippais aux rênes. Je n'ai jamais osé. Mon cœur allait exploser et je me suis mise à pleurer et je n'ai jamais osé sauter les rênes longues parce que c'était pour moi quelque chose de rassurant et on m'enlevait quelque chose ouais, auquel je m'agrippais et c'est avec du recul, c'est là qu'on voit qu'il a fallu du temps. En fait, je pense, si on m'avait dit qu'un jour je me fais ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais pensé, mais c'est tout un chemin de pourquoi j'arrivais pas à lâcher prise. Et je pense que c'est ça, c'est exact. lâcher les rênes, mais c'est un vrai lâcher prise finalement. C'est un vrai lâcher prise. Et ma vision à moi, c'est que si on approche l'équitation avec une vision systémique, et si on arrive à expliquer, genre à ce que le cavalier puisse comprendre pourquoi il ressent cette émotion, cet inconfort, et qu'on arrive à le relier à son schéma corporel, mais aussi à ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie émotionnelle, ça permet aussi de savoir ce qu'il y a sur la table et quelles recettes on va faire, quels ingrédients on va composter, recycler. Hein, on n'en veut pas dans la recette. Et quels ingrédients on va mettre. Bref, je me perds un peu dans les métaphores des fois, mais Non, mais c'est exactement ça. Et je soulignerais cette étape de lâcher les rênes. Elle est difficile pour tous les cavaliers. Et c'est vraiment une étape, en fait, ça provoque quelque chose intérieurement chez l'humain quand on le fait. C'est les premières fois où on demande de vraiment poser les rênes, ou la première fois que je les enlève, parce que des fois, quand je connais le niveau des cavaliers, je les enlève. Et il y a quelque chose de magique qui se passe vraiment chez eux. Et je me souviens, une élève, elle revenait de très très loin avec son poney. Et à la première cordelette, je lui avais prêté une de mes cordelettes parce qu'elle n'en avait pas. Je lui l'avais offerte pour qu'elle se souvienne en fait de cette étape. Je lui avais offert ma cordelette et je lui dis bah, celle-là, là, tu la gardes précieusement parce que c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui tu as réussi et ça récompense tout le chemin que tu as fait. Et vraiment, monter Rennes longue, c'est vraiment pas facile. C'est moins facile des fois de faire un parcours d'obstacles que de juste monter Rennes longue. Et même, je pense même, des très très bons cavaliers n'arrivent pas à monter Rennes longue. ouais, je vais nuancer. Je pense qu'il y a des cavaliers qui font du haut niveau ou du bon niveau qui peuvent pas monter reine longue, mais les très très bons cavaliers, les vrais hommes ou femmes de cheval, oui, je suis sûr Oui, qu'ils peuvent monter reine longue, voilà. gérer l'allure avec leur amplitude articulaire, leur respiration, leur intention et Oui, leur placement du corps, je suis sûr. oui, c'est plus Mais juste comme tu l'as dit exactement. Mais ouais, c'est enfin, en fait, très je bien. joue juste sur les mots avec ma Ah, vision tu as à moi. raison. Mais Tu as raison. non, oui, t'as raison, en fait. Il y a aussi des très bons cavaliers qui montent très bien, qui ont rajouté des petits artifices et des béquilles sur un déséquilibre initial. Mm. Alors, bah, je pense que ça va être bien maintenant de donner quelques clés, des clés de rééducation du cheval et des clés de reprogrammation du cavalier. Est-ce que, avant qu'on donne quelques clés, tu peux partager cet exemple que tu m'as donné où, voilà, un cheval avait vachement évolué, mais le fait de remettre le cavalier avec le cheval, ça a ramené des défauts qui étaient là à la base. Oui, j'ai actuellement une petite jument en travail depuis, ça va faire 2 mois, je pense. Et ben, il y a, ben voilà, cette cavalière, elle a fait elle est en train de faire un très très beau chemin et elle passe par tout ce qu'on a déjà passé. La prise de conscience de ce qu'elle avait fait avant, euh, parce que ben, sa jument, elle est super, mais alors elle l'a, comment dire? Elle lui apprend beaucoup de choses parce qu'elle la met devant le fait accompli de... Elle est très émotive et du coup, elle, elle fait révéler beaucoup de choses chez la cavalière et de petites failles qu'elle va devoir apprendre à gérer.
Et justement, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de stress parce que cette cavalière, c'est le parfait exemple en fait, parce que cette cavalière, elle a eu un passif avec un autre cheval et ce passif, ben, elle l'a pas réglé, elle l'a gardé dans son sac à dos et elle l'emmène chaque fois avec sa nouvelle jument qui est très dans les émotions. Et du coup, comme cette jument est très sensible, ben, en présence de sa cavalière qui est un petit peu stressée, avec ce gros sac à dos qu'elle emporte tout le temps avec elle, ça fait des fois un petit peu des étincelles. Et cette jument elle a des, on travaille sur la gestion émotionnelle de la jument, mais également pour tout ce qui est problématique de chargement dans le vent. Et c'était très intéressant parce que du coup, on a travaillé le chargement dans le vent sans la présence de la cavalière. Il y a eu énormément de progrès. Et sur la première séance où on a réintégré la cavalière, la jument est redevenue un peu stressée parce que la cavalière, elle nous l'a, c'était chouette parce qu'elle a été très transparente et c'est quelque chose que j'invite avec mes élèves, la transparence de leurs émotions. Pour moi, c'est hyper important que mes élèves, ils me disent, j'ai peur, je me sens en insécurité, je suis stressée. Parce que ça, je trouve que ça devrait être la base avec tous les coachs et tous les enseignants, d'être capable d'exprimer ses émotions, d'oser les exprimer. Et quand on a commencé, elle nous l'a dit, genre, oh, la situation me stresse parce qu'il y avait tout le conditionnement contextuel, on va dire, qui était là. Et du coup, on a vu un vrai changement d'attitude sur la jument, où en présence de la cavalière, le stress est redevenu. La jument, elle avait plus tellement envie de monter. Quand elle remontait, elle était de nouveau stressée, elle ressortait fort. Donc, pour moi, en fait, il faut dézoomer sur la situation. Il y a eu, clairement, on a parlé que le cheval apprend par association. Il y a vraiment la jument qui a associé que, en présence de sa cavalière, en fait, ça s'est pas toujours très bien déroulé le chargement. Donc, il y a vraiment eu le côté associatif de la jument. Mais du coup, la jument, elle a aussi associé toutes les attitudes de la cavalière. Parce que moi, j'ai écrit un travail pour ma formation de comportementaliste là-dessus. Et il est prouvé à à l'heure actuelle, par les études scientifiques, que le cheval est capable de sentir les émotions de l'humain. Parce qu'il a une perception très fine. Il peut voir simplement un petit pli, un petit rictus sur le visage, il peut voir des épaules qui sont un tout petit peu plus hautes. Et la jument, elle a clairement associé que l'attitude de sa cavalière, quand elle est un peu tendue, elle est un peu stressée, elle dégage des choses physiquement et même chimiquement. Hormonalement. Voilà, parce que même aussi tout ce qui est transpiration, il y a même les études scientifiques qui ont prouvé qu'ils peuvent ressentir tout ce qui est rythme cardiaque du cavalier. Donc, quand ma cavalière, elle est dans cet état-là, en fait, pour moi, ça se passe pas bien. Même si elle n'a jamais été méchante avec sa cavalière, mais tout le contexte a fait que... Et quand on a, malgré les grands progrès de la jument, quand on a réintégré la cavalière qui n'avait pas encore travaillé sur elle-même, la jument, elle s'est dit, wow, en fait, c'est revenu comme avant. Donc, c'est ce genre de situation-là qui m'ont fait prendre conscience que dès qu'on a les chevaux en rééducation, c'est hyper important que le cavalier à côté, il travaille sur lui-même pour pas remettre en fait le binôme dans une situation stressante. Ouais. Et je trouvais hyper intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le lendemain, on a repris le travail de la jument sans la cavalière et tout était de nouveau normal. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant et là je crois que c'est un point commun cognitif qu'on a avec les chevaux. On en a aussi des points communs. Un enfant, hein, un enfant qui peut être excellent dans une matière ou autre chose, ou être capable de s'exprimer de telle ou telle façon ou autre, en présence d'un adulte ou dans une situation bien particulière, un environnement sécurisant, et qui au contraire va perdre ses moyens ou avoir des comportements qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il connaît dans un environnement sécurisant quand il est en insécurité. Et je crois que les chevaux, c'est pareil, en fait, on peut rencontrer l'ange ou le diable en fonction du contexte de sécurité qu'on a été capable de mettre ou pas. Complètement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ben, malheureusement, le cheval, et c'est vraiment un champion du monde des associations. Il est capable de remonter très très loin dans l'associatif et surtout, il a une excellente mémoire. Donc, Ils apprennent en instantané plus vite que nous, je crois, si on fait une comparaison. complètement. Et après, c'est aussi le problème de la rééducation, c'est que souvent les gens, ils pensent on rééduque, c'est OK, mais si on remet tous les éléments comme ils étaient dans le passé, Bien dans la sûr. même situation, en fait, le comportement va revenir. Donc c'est pour Ouais. ça que, en général, les rééducations, ben, il faut absolument intégrer le cavalier dedans et l'intégrer j'y crois de plus en plus, que le cavalier fasse son chemin. Ouais.
je suis d'accord. Moi, je travaille beaucoup sur ce simple langage naturel du cheval qu'est la respiration. Et quand les cavaliers sont capables de mettre de la conscience dans leur respiration et de générer par eux-mêmes, en situation d'insécurité pour eux, une respiration ample et régulière, pour envoyer au cheval le message de c'est bon, on est en sécurité, ça change tout. Et j'ai eu il y a pas longtemps, dans un stage en Suisse, une cavalière qui était tout en insécurité, qui voulait absolument monter son cheval en licol. Mais elle voulait pas galoper parce qu'il l'embarquait. Bon. Mhm. Et en fait, on a travaillé sur la capacité à générer de la détente physique dans les transitions descendantes, par l'expire et la relation consciente des muscles. Et en fait, à un moment donné, ça se passait tellement bien, je dis, je te propose, si tu le sens, de galoper, parce que là, tout est en ordre. Elle a galopé. À un moment, effectivement, son cheval a eu peur, voilà, d'un bruit qu'il y avait. Il a développé le galop. Et je lui ai dit, reviens à cette longue expire. Et le cheval est passé du galop au pas en quelques secondes. Et en Mhm. fait, elle a découvert que il était possible, en générant du calme et de la détente, de produire sa sécurité à cheval. Là où plutôt instinctivement, on aurait tendance à ajouter une tension en se bloquant, en se raidissant et en tirant sur les rênes, ce qui est contre-productif. Et c'est Complètement. vrai que là, c'est tout simple, mais c'est tellement puissant d'utiliser son outil respiratoire. Complètement. C'est complètement ça. Et moi, je le remarque aussi dans le travail à pied, j'intègre beaucoup la respiration à ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier du côté cognitif du cheval, c'est que le cheval, il va vraiment pouvoir aller dans des détails assez loin. Et quand il y a un petit détail qui change dans son environnement, en fait, ça va l'inquiéter parce que à l'état sauvage, bah, c'est ce qui va lui permettre de détecter un danger et d'être toujours sur le qui-vive. Donc, quand une situation où le cavalier est dessus, où tout d'un coup, bah, il va se crisper peut-être un tout petit peu ses adducteurs, même sans s'en rendre compte, en fait, le cheval, il va dire, oh, il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude, donc danger, danger, danger. Et je pense que bah, du coup, ce travail de respiration-là va vraiment permettre de remettre de la décontraction dans les muscles. Et un outil que moi j'utilise énormément avec mes élèves, c'est le sourire. De forcer mes élèves à sourire, même s'ils ont peur, même s'ils sont anxieux. Euh, Ça va, j'ai vraiment vu des effets hyper positifs où le corps se détend parce que ça envoie une information positive au cerveau et combiné à la respiration, ça a fait des miracles. Je rejoins, j'essaie souvent de faire sourire mes élèves et puis quand on travaille sur la posture, je leur dis avec les épaules, de dire oui à la vie, de s'ouvrir à leur avenir brillant et tout ça. Donc ça les fait un peu rire parce que ça fait un peu un peu perché. Mais ça fonctionne, ces images. Et puis, effectivement, ce rire et le fait Mhm. de sourire à la vie ou autre, au cheval. Ouais, et Ouais, puis bah oui, le cerveau, ça le dope. Sourire égale tout va bien. c'est ça. Et sur les chevaux, j'ai vraiment vu des effets hyper positifs où on oblige, on oblige vraiment le cavalier. Je dis, mais souris. Oui, mais je suis stressée, c'est pas grave, souris. Et le cheval, tout de suite derrière, il se détend. Ouais. Et tu vois, c'est une technique que j'utilise moi-même quand j'ai des chevaux parce que ça aussi, ça fait aussi partie des choses, des fois, pourquoi les cavaliers sont un peu tendus. C'est que des fois, nous, en tant que coach, les gens nous mettent sur un piédestal et ils pensent qu'on n'a pas peur et tout. Donc, je vais casser le mythe. Même moi, j'ai peur. Des fois, je manipule des chevaux où j'arrive devant et je me dis, oh là là, là, mon instinct de survie reprend le dessus, j'ai peur. Et j'ai trouvé cette technique-là quand j'ai peur face à un cheval, je me force vraiment à sourire et tout se passe beaucoup mieux. Génial. Moi, je me force à respirer profondément et tout se passe beaucoup mieux. Donc, Mhm. est-ce que tu as d'autres clés pour finir que tu auras envie? Alors, je sais qu'on peut pas livrer dans un podcast des clés miracles puisqu'à chaque fois c'est un travail in situ avec le cheval et le cavalier. Mais est-ce qu'il y a quelques exercices, quelques petits tips que tu aurais envie de donner avant qu'on clôture? Mm. Alors, clairement, le travail de visualisation, j'y crois beaucoup. Apprendre à visualiser la situation autrement. Euh, je vais mettre un petit exemple. J'ai une élève. euh, à chaque fois qu'il y a du vent ou que les chevaux sont rentrés du pré, son cheval, il explose et elle perd le contrôle de son animal.
Et à chaque fois que moi je suis là, elle me dit, ah tu verras aujourd'hui, il y a du vent, ah, aujourd'hui rentre les chevaux, tu verras, le cheval va exploser. Et en fait, comme elle a fait du bon travail et qu'elle a évolué dans son travail, bah, quand je suis là, elle est hyper rigoureuse, elle est concentrée, elle arrive tout mettre en situation et finalement le cheval déclenche jamais. À chaque fois, elle me dit, mais je comprends pas, à chaque fois que tu es là, il n'y a rien qui se passe. Et je pense que ce travail typiquement de visualisation, déjà, il va juste aider à voir positivement ce qui va se passer. Donc on sait maintenant aussi on peut tromper le cerveau en... D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la visualisation, le cerveau, pardon, il va pas faire la différence entre ce qui est réel et de ce qu'on visualise. Donc déjà, de juste se mettre dans un contexte, de visualiser, de pouvoir se poser dans un coin, mélanger avec un petit peu de méditation, d'exercice de respiration, ça permet en fait de nous mettre dans une situation qui est positive. Et donc ça, c'est la première chose. Parce que souvent, ce qui se passe quand on travaille le cheval et qu'il y a eu des peurs, c'est qu'on reste dans ce souvenir de ça se passait mal. Et en fait, après du travail, de la remise en question de tout, ça va mieux. Et le cavalier doit apprendre à voir qu'aujourd'hui, ça se passe mieux. Déjà, ça se passe mieux parce que, en fait, on a travaillé sur le problème, on a mis de l'éducation, on a mis des outils en place, et de se dire, maintenant, ok, regarde, maintenant, ça fonctionne. Et ok, si ça fonctionne pas parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui revient, un comportement qui revient, ouvre ta boîte à outils, et tu as les outils maintenant dans ta boîte. Donc, tu as les capacités de faire en sorte que ça se passe bien. Et je pense que la visualisation va permettre à voir ça positif. Parce qu'à moi, à l'époque, j'étais suivie en coaching mental et je trouvais que ça aidait beaucoup, en fait. Ça change tout si on réfléchit, nous tous, en tant que cavaliers, les moments où on a réussi des exercices particuliers ou des compétitions particulières, on s'en souvient. Je suis quasiment sûr que la majorité d'entre nous, sinon tous, on pourrait remonter jusqu'à l'avant cet événement et se rendre compte qu'on l'a visualisé de manière positive vers le succès et qu'en fait, on s'est programmé pour produire les actions en lien avec ce succès, cette harmonie. Complètement. Pour la petite anecdote, je vais parler par rapport à ce que moi j'ai vécu avec mon cheval en compétition. En concours complet, sur mes reprises de dressage, je partais tout le temps à faux, en fait, au galop. Tout le temps, alors qu'à la maison, ça se passait bien. Et on a travaillé en visualisation où, en fait, déjà, j'ai enlevé la négation de mes phrases. J'espère qu'il ne va pas partir à faux. Mon cheval va partir sur le bon pied. Donc déjà, juste enlever la négation dans mes phrases et travailler en visualisation, de voir vraiment mon cheval partir sur le bon pied. Et ce qui a été fou, parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de très terre à terre et qui avait beaucoup de peine à me mettre dans la méditation et ce genre de choses. Mais en une séance, mon cheval n'est plus jamais parti sur le mauvais pied dans les reprises de dressage. Donc, Voilà. comme quoi, c'était simplement mon corps qui communiquait. En fait, c'est mon stress, c'est tout ce que la compétition générait qui faisait que mon corps envoyait des signaux dont je n'avais pas conscience à mon cheval, qui sur le moment, du coup, se crispait parce que quand j'approchais la lettre pour le départ au galop, il se tendait. Moi, je me crispais, du coup, il se tendait et le départ au galop, il n'était pas possible. Et souvent que l'intention, donc la visualisation, donne une direction et favorise l'action. Et en Complètement. fait, ouais, pour évoluer à cheval, ne serait-ce que dans l'espace, on a besoin de se projeter avec le regard, de savoir où on va aller, à quel moment, à quelle allure. Sinon, ça se passe pas super bien ou c'est un peu flou pour le cheval. Donc, ouais, clairement, la visualisation, je te rejoins à fond les ballons. Je te rejoins aussi sur le fait qu'il faut voir les points positifs, le chemin parcouru, les succès, parce que des capacités découvertes, elles doivent être consolidées. On doit savoir, comme tu le disais, ce qu'on a dans notre boîte à outils et être dans cet ancien mindset de je me fouette, je vois que le négatif, que ce qui manque, c'est contre-productif. Ça limite la progression ou ça la ralentit. On a tout intérêt à reconnaître avec précision ce que l'on fait mieux qu'avant et pourquoi. Oui. Et c'est le meilleur moyen de le reproduire consciemment et donc d'en faire une compétence acquise. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, dans les Euh, outils que tu me demandais pour la mise en place, quelque chose que je fais avec tous mes élèves et qui ont eu vraiment des répercussions hyper positives, c'est de célébrer les réussites. Et quand mes cavalières, maintenant c'est hyper drôle parce que moi j'offre vraiment dans le service d'accompagnement de mes cavaliers, ils peuvent m'écrire à tout moment quand ça ne va pas.
Mais je souligne vraiment, je veux pas que tu m'écrives seulement quand ça va pas, je veux que tu m'écrives quand il y a quelque chose que tu fais et qui est bien. Je suis à disposition pour ça. Et c'était très drôle parce qu'au début, mes cavaliers m'écrivaient souvent pour me dire ce qui allait pas. Et maintenant, le 80%, enfin, le 80%, on est en France, le 80% de mes élèves qui m'écrivent, c'est pour souligner une réussite. Donc j'ai vu un changement de mindset dans les cavaliers. Et Ouais. régulièrement, maintenant, je reçois une photo de, rien que la semaine passée, une de mes cavalières qui me dit, j'ai été m'acheter une glace, j'étais me poser sur un banc à la forêt, je l'ai mangé et je l'ai savouré parce qu'aujourd'hui, j'ai pu monter dans un manège avec deux autres cavaliers et j'ai géré. Et c'est génial. Et je reçois bientôt toutes les semaines des petites photos de mes élèves qui célèbrent leur réussite. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est magnifique et c'est un bon tips tout simple, un peu développement personnel à avoir. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aurais envie de partager? Parce que on est bavard, alors on va glisser vers la clôture de cet épisode. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu as envie de donner? Ben, moi, ce qui me tient très à cœur dans tout ce qui est avec son cheval et que ce soit dans le cadre de rééducation, dans le cadre de développer un partenariat avec son cheval, c'est vraiment comprendre son cheval. En fait, je me dis, on est un binôme, on a un partenaire et on ne peut pas évoluer avec un partenaire si on ne comprend pas comment il fonctionne. Et si c'est le meilleur tips, parce que j'ai fait énormément de coaching mental, parce que ben voilà, j'avais diverses peurs en fait avec mes chevaux liées à la compétition. Et la chose qui m'a vraiment le plus aidée, au-delà de tout ce que j'ai pu mettre en place, c'est vraiment la compréhension de mon partenaire. Dès le moment où j'ai compris pourquoi mon cheval, il avait telle et telle réaction, pourquoi il pouvait stresser, pourquoi il pouvait se fâcher, pourquoi un jour, il n'y avait pas de collaboration. Donc ça a été la chose qui m'a aidée le plus parce que du coup, j'étais plus en train de subir les réactions de mon cheval, je les comprenais. Et après, il y a cette étape de compréhension et après, il y a cette étape d'éducation. Et en fait, éducation, c'est pas un gros mot. Ça veut pas l'éducation, c'est pas qu'on a loupé quelque chose dans l'étape de son cheval, c'est juste l'éducation, c'est instaurer un dialogue avec son partenaire. Donc on le comprend, on va chercher à le comprendre et ensuite on va l'éduquer pour instaurer un dialogue. Et ça a été pour moi la chose qui m'a fait le plus grandir. Parce que dès le moment où on comprend le partenaire, on peut construire quelque chose. Et on construit quelque chose en collaboration et plus dans la contrainte où on impose. Et souvent, on impose des choses inconscientes. Mais là, on est vraiment dans un travail ensemble. Et ça, pour moi, c'est un peu le mot de la fin. C'est on ne peut pas respecter son partenaire, on ne peut pas vouloir une belle collaboration si on ne comprend pas quels sont ses besoins. Ouais. Donc connaître le cheval, comprendre le cheval pour pouvoir créer une langue commune qui soit compréhensible et respectueuse de la nature de chacun. C'est exactement ça. Et puis de travailler sur, si je peux donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, de travailler sur le cheval, mais apprenez à travailler sur vous-même aussi, c'est hyper important en fait. C'est des êtres Exactement. tellement sensibles et on aime bien parler là, je suis en train de lire un livre justement à ce propos-là, mais mon cheval, mon miroir, c'est exactement là. De toute façon, s'il y a un cheval un jour qui vous fait poser des questions, c'est parce qu'en fait, ça doit arriver à ce moment-là dans vos vies et puis ces choses que ce fameux cheval va chambouler en vous elles seront positives. Il faut les accueillir comme un cadeau, même si c'est pas facile. Il faut vraiment les accueillir comme un cadeau parce qu'en fait, il est là pour vous faire évoluer et apprendre des choses sur vous. Carrément. Et ça sera mon mot de la fin, cet effet miroir, c'est que vous devez exiger ou vous accorder, vous offrir en vous ce que vous souhaitez trouver chez le cheval. Donc ça va passer par la douceur, par le calme, par la détente, par l'amplitude et la régularité. On est comme des réservoirs et on n'est pas capable de donner de notre essence si notre réservoir est vide. Donc si on est vide de calme et vide de détente, c'est difficile d'imaginer que le cheval puisse se détendre et être calme. Et je vais prendre voilà une de ces clés qui est la respiration. Si vous souhaitez par exemple un cheval qui se déplace avec vous de manière ample et régulière, eh bien travaillez à avoir une respiration ample et régulière. C'est vraiment un tips que j'ai envie de donner pour finir. Et ensuite évidemment, bah voilà, on peut et on doit affiner notre curseur corporel, notre curseur mental
dit souvent que l'esprit est un muscle et à force de l'entraîner, on est capable de générer des visualisations et de donner des ordres à notre corps qui sont au service de ce que l'on souhaite. Et l'émotion, ben, on travaille dessus par le corps avec différentes techniques ou par le mental avec différentes techniques dont la visualisation. Et aussi, on a beaucoup parlé de besoins du cheval. Une émotion, ça traduit aussi les besoins de l'humain. Émotion agréable, un besoin qui est comblé. Émotion désagréable, un besoin qui cherche à être comblé. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'aller identifier nos besoins derrière nos émotions et ça va nous permettre, dans l'instant, avec notre cheval, de modifier le plan d'entraînement, l'exercice que l'on va faire pour aller dans le sens de notre besoin. Et puis du sien aussi, comme tu le dis, quand on comprend bien son cheval. Voilà. Bon. Merci Alexandra. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. C'était passionnant cet échange. Ouais, c'est trop court. Faudrait qu'on fasse une journée là-dessus. Bon, Ah, bah écoute, franchement, quand t'as deux passionnés qui commencent à parler, on pourrait passer des heures. ouais, exactement. En tout cas, les cavaliers qui nous écoutent, ben voilà, on espère que ça vous a plu, que ça puisse vous donner quelques clés à explorer avec vos équidés. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Alexandra. Merci beaucoup, ciao.